la suite de la conférence de Fabienne Chevalier, parce que moi je m'intéressais plutôt à un bâtiment de la Troisième République. On en avait parlé avec Karim et sur la question de la République et de la raison. Donc les expositions universelles ou internationales ont longtemps été pour les architectes un lieu où enfin ils pouvaient donner libre cours à leur talent, à leur fantaisie, voire à leur excentricité. Témoin en est par exemple l'exposition universelle de Paris en 1900. J'essaye, voilà. Consécration de la capitale française à l'ouverture du XXe siècle, idéale représentation de la belle époque. Elles étaient sinon le seul, du moins le meilleur endroit pour afficher, démontrer, exposer son architecture, loin des corsets imposés par les alignements, les gabarits et les règlements de plus en plus envahissants générés par les décisions administratives. Haussmann, bien sûr, à Paris, Weiss à Lyon, Anspach à Bruxelles. Il n'était pas préfet, il était maire. Mais bon, en France, l'urbanisme et l'architecture au XIXe siècle sont définis d'abord par les préfets, avant les architectes. Louis Bonnier est sans doute l'architecte qui a ressenti le plus vivement les baleines du corset dans lequel est engoncée l'architecture. Comme architecte voyer de la ville de Paris, à partir de 1884, il œuvre au sein de la commission présidée par le préfet d'alors, Justin de Selve, à la modification du règlement de voirie édicté sous Haussmann, donc le 17 juillet 1859, déjà modifié le 22 juillet 1882, puis le 23 juillet 1884, pour aboutir au nouveau règlement de 1902, approuvé le 13 août 1902, qui autorise enfin quelques saillies en façade, caractéristiques de l'architecture appelée post-haussmannienne. Pour l'exposition de 1900, il projette, à la demande du géographe, à l'époque extrêmement connu, Élisée Reclus, un monumental globe terrestre, une concession faisant face au palais du Trocadéro, se voulant permanente comme la tour Eiffel voisine, héritage désormais perpétuel de la précédente exposition de 1889. Quelques vues de ce projet, voilà l'élévation, une coupe absolument superbe, hein, n'est-ce pas, en termes d'architecture, avec la projetation. Vous voyez le globe terrestre à l'intérieur et toutes les galeries qui permettent de visiter le monde entier sur place. Et une autre vue en coupe avec, vous voyez, toutes les galeries qui entourent le globe. On aperçoit les continents. Voilà. Ce projet a été approuvé. Il aurait dû être construit et rester en place. En fait, il n'y a pas eu de financement. Donc ça ne s'est pas fait. À la place, Louis Bonnier a construit le pavillon Schneider à l'exposition. Vous voyez ici une de ses vues, une perspective qu'il a dessinée. Voilà une photo de l'époque, vous voyez, c'est presque un cuirassé. L'intérieur, on voit quelques canons. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler, revenons en arrière, avant 1900, avant même 1889, 1878, première exposition universelle parisienne organisée par la Troisième République. Comme élément d'interférence, j'avais prévu de vous mettre le chef-d'œuvre de l'exposition de 1878, le marteau-pilon de 100 tonnes construit par Schneider, qui était le record du monde à l'époque. Malheureusement, j'ai découvert qu'il était en carton. Celui qui était montré à l'expo, ils n'avaient pas déplacé celui qui était au Creusot, alors je ne l'ai pas mis. Alors voilà Louis Bonnier, voilà le projet qu'il présente en 1900, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est derrière le palais du Trocadéro. L'incontestable succès des précédentes expositions impériales de 1855 et 1867 oblige la Nouvelle République à se dépasser. Pourquoi ne pas étendre le site habituel du Champ de Mars à la colline de Chaillot, vers l'actuelle place du Trocadéro? Le site est encore vierge, ou peu s'en faut, mais il porte les vestiges imaginaires des différents projets des pouvoirs précédents, empire ou royauté, et à ce titre, il apparaît plus qu'utile, nécessaire de l'occuper et d'effacer, voire d'empêcher toute évocation de ce passé, grandiose ou non. Voilà, je reprends les propos de Fabienne tout à l'heure. Et donc, les mémoires du site, voilà l'exposition universelle de 78, avec le site du palais, version colline de Chaillot.
Il faut rappeler ici que l'importante déclivité du terrain, jointe à son inégalité physique, avait longtemps interdit toute montée directe en véhicule hippomobile et rendu difficile toute urbanisation de ce site, sinon juste au bord de la Seine. Le Premier Empire allait modifier la donne par la création du... Ah, mais alors, c'est pas ça que je voulais mettre. Bon, enfin, bon, allez, ah, mais j'ai inversé. Mais voilà, attendez. Passons. Voilà. Je reviendrai en arrière sur les photos du palais. Le Premier Empire allait modifier la donne par la création du pont d'Iéna, au premier plan, postérieur à la victoire d'Iéna en 1806, puis par la succession de projets du roi de Rome. Ici, vous avez le projet du roi de Rome, à compter de 1811, confié aux architectes de l'Empire, Charles Percier, Pierre Fontaine. Façade de 400 mètres de longueur, voilà, de développer. La chute de l'Empire eut raison de ce projet, qui aurait été, de l'aveu de son concepteur, l'ouvrage le plus vaste et le plus extraordinaire de notre siècle. Il faut rappeler que l'Empire, enfin Napoléon Ier, voulait d'abord son palais, ce palais du roi de Rome, il le voulait à Lyon, qui était le centre, un peu l'épicentre de son empire. 1811, c'est un peu l'apogée de l'Empire. Et en fait, c'est Percier et Fontaine, plutôt Fontaine, qui lui ont dit non, c'est pas bien de quitter la capitale. Et il y a un site intéressant, ce site, voilà. Et donc les travaux commencent. La chute de l'Empire eut raison de ce projet, qui aurait été, de l'aveu de son concepteur, l'ouvrage le plus vaste et le plus extraordinaire de notre siècle. Les acquisitions foncières nécessaires au dit projet, toutes intérieures à Paris, constituées essentiellement par le domaine de l'ancien couvent des Visitandines de Chaillot, abandonné depuis 1790, avaient cependant été réalisées. À la suite de l'abandon du projet de Palais du Roi de Rome, le nouveau domaine restera à l'abandon jusqu'en 1867. Voilà le plan. Donc vous voyez que le palais il est construit pratiquement contre la Seine et derrière vous avez la très grande esplanade. Voilà l'élévation et la coupe. Vous voyez, on voit bien le système de récupération du niveau de la colline de Chaillot. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent. Les uns assez sages et d'autres qui le sont moins. Voilà ici un projet pour le retour de la monarchie sur la colline. Vous voyez, c'est pas mal, l'escalier, le temple tout en haut. Voilà, ça montre le site. Et puis un projet de Antoine-François Père, donc Antoine-François Père, le fils de Père qui a, avec Devailly, construit le théâtre de l'Odéon. Un projet qui s'appelle Projet de Villa Trocadéro, 1824, avec un obélisque pour fêter la victoire de 1824. 1824, c'est pas la victoire, c'est 1823. Trocadéro, si ça vous dit rien, c'est quand même le fort de Cadix qui a été pris par l'armée française en 1823 pour rétablir le roi en Espagne. Donc c'est une inversion de la politique française espagnole de Napoléon Ier. Vous voyez, donc la monarchie veut marquer son territoire par le nom déjà. Et le projet de Villa Trocadéro, c'est bien ça, il s'agit de déjà marquer l'importance de cela. Et d'ailleurs, en 1825, je n'ai pas montré d'image, il y a une reconstitution sur la colline de Chaillot de la bataille du Trocadéro, du fort du Trocadéro. Voilà. Voilà, vous voyez le plan et l'élévation de l'obélisque à la mémoire de cette bataille de Trocadéro, qui va laisser son nom finalement pendant très longtemps à la colline et à tous les aménagements qui sont faits. Oh là, je vais un peu vite là. Voilà. Et puis l'Empire revient un peu, on s'interroge sur le retour des cendres. Ce serait pas mal d'avoir un tombeau là en haut de la colline, vous voyez, le site magnifique, et d'avoir le tombeau à l'empereur. Ça ne marche pas. Hector Oraux, voilà un architecte qui propose, lui, en 1841, un projet de statue colossale de Napoléon, 30 mètres de haut. Et vous voyez, l'aménagement qui est tout autour, c'est en fait la colline qui est une colline très informelle, en réalité. Ce n'est pas une colline dite urbaine, on ne peut pas l'utiliser comme telle. Et puis, les temps avancent. 1865, l'exposition de 1867 se prépare. Et pour la préparer sur le Champ de Mars, il faut aplanir le Champ de Mars, le niveler. Et pour le niveler, rien de tel que de prendre des terres
sur la colline de Chaillot. Et vous avez ici une photo de la visite de l'empereur et de l'impératrice sur le chantier d'arasement de la colline. On va la baisser de 4 mètres de hauteur. Vous voyez, au centre de l'image, là, le travail d'arasement qui est fait sur cette colline. Et on va en découvrir les possibilités. 1867, voilà. Un premier aménagement de cette colline est proposé avec une sorte d'amphithéâtre de verdure à partir de laquelle on peut voir l'exposition du Champ de Mars, avec sur son axe central un escalier de granit aux, je cite, intentions babyloniennes. Et la fête nationale, ça c'est le jour du 15 août 1867. Vous savez que le 15 août est le jour de la fête nationale sous les deux empires, parce que c'est le jour de naissance de Napoléon Ier. Donc le 14 juillet n'est pas une fête nationale à ce moment-là. Voilà. Et peut-être dernier projet, vous voyez, au bout de cet escalier babylonien, ce serait pas mal d'avoir une statue de l'Empire ou de l'empereur. Voilà. Alors il y a des projets, voilà, un projet d'aménagement très, très général, toujours, d'embellissement. Et je crois que. Voilà. Et je vais revenir en arrière, excusez-moi, j'ai inversé mes photos. Alors, voilà. Donc voilà l'exposition. La République, la troisième, doit donc se démarquer. Elle programme sur la montagne, elle dit ça, la montagne, on ne parle plus de colline ici, la montagne du Trocadéro, pour l'exposition de 1878, un palais spécifique comprenant une salle immense pouvant contenir 10 000 places. En réalité, ce sera moins de la moitié, on va le voir, qui servira, le programme est extrêmement bref, extrêmement court, qui servira aux réunions publiques, aux solennités d'ouverture et de distribution de récompenses, à des concerts, à l'audition des instruments de musique, à des conférences et, à côté, des galeries d'exposition. Malgré la multiplication des salles de théâtre et de jeux sous l'Empire, cirque, hippodrome, Paris ne disposait pas non plus d'une grande salle de concert et de réunion. La salle envisagée se veut aussi une réplique au Royal Albert Hall de Londres, juste inauguré en mars 1871, et qui, lui, a une capacité de 5272 personnes. Un concours d'architecture est donc lancé en 1876. Près d'une centaine de concurrents répondent dans le très court délai imposé de 3 semaines. 12 lauréats, au lieu des 5 prévus, sont nommés, mais le gagnant est connu avant les résultats. Ce sera l'équipe formée par, tenez-vous bien, Gabriel Daviou, l'architecte de l'Empire, et Jules Bourdet, épaulé par Eugène Viollet-le-Duc, parce que lui tient à son musée, et donc il tient à ce qu'il puisse prendre place dans une des galeries qui sont là. Daviou, vieil architecte du Second Empire, en fait le seul qui paraisse alors capable de mener à terme ce palais, fort de son expérience, réussit des salles de théâtre de la place du Châtelet, mais aussi projeteur en 1867 d'un Orphéon, donc une immense salle de concert de 10 000 places sur la place du Château d'Eau, aujourd'hui place de la République. Baltard et Hittorf, autres architectes haussmanniens, sont décédés, et évidemment, il ne saurait être question d'appeler Charles Garnier, architecte mis au banc de la République. Le palais de la République doit donc se lire comme une cathédrale républicaine. C'est pas moi qui l'invente, hein. Une forme de palais du peuple. Alors, je crois que voilà le principe. Au centre, sur le plateau, sur la montagne, la salle de concert. Elle aura en tout 4665 places. Et puis les ailes, voilà, les 2 galeries d'exposition de part et d'autre, qui vont être occupées d'une part par le musée attendu d'Eugène Viollet-le-Duc, mais après son décès, donc en 1882, le musée de sculpture comparée, qui deviendra le musée de l'architecture, de la cité de l'architecture aujourd'hui en partie, et de l'autre côté, un musée qui va avoir beaucoup d'influence sur l'évolution du palais, le musée d'ethnographie. Alors voilà la façade, donc c'est Daviou, architecte, qui se lâche, une façade, comme on dit à l'époque, en néo-flamand. Voilà une vue tirée du catalogue, avec 2 minarets. Alors les 2 minarets, ce n'est pas des tours de cathédrale. Daviou explique que c'est une sorte d'influence du palais de Florence,
de la tour de Florence, qui s'appelle... Enfin, et puis l'autre, c'est la Giralda de Séville. Voilà, c'est quand même formidable. Et puis, sur la... Attendez, voilà. La nouveauté, c'est que... Et la forme de ces ailes, c'est pour mettre en valeur l'amphithéâtre, finalement, qui était apparu en 1867, avec une très grande particularité. Voilà, on le voit ici, c'est des galeries couvertes qui entourent tout l'édifice. Voilà, voilà, devant la fontaine, avec une grotte. Comme vous l'avez vu, Daviou adore les fontaines, hein, la fontaine Saint-Michel, mais il en a fait bien d'autres. Donc il y a une grotte, une fontaine, etc. Et puis des galeries couvertes qui font le tour de l'édifice, avec une chose quand même qui est exceptionnelle et sur laquelle personne n'attire jamais l'attention, c'est que c'est un bâtiment extrêmement coloré. Les pierres qui sont utilisées, c'est du marbre du Jura un peu violacé, donc je crois que c'est quelque chose qui a nui à l'édifice. Les colonnes sont blanches, vous voyez les galeries sont revêtues de rouge pompéien, les minarets sont dorés, vous voyez, c'est quelque chose d'assez assez curieux. Voilà, voilà une coupe. Alors cette coupe, elle n'est pas inintéressante non plus, parce qu'elle va montrer quelques problèmes que le palais va rencontrer par la suite. À partir de 1920, ce palais va recevoir ce qu'on appelle le TNP, oui, Programme républicain, des musées, et puis une salle de concert et de fêtes républicaines. Donc, comme je l'ai dit, une cathédrale républicaine. Voilà une coupe en travers, avec quelque chose qui est aussi assez formidable, un orgue, premier orgue de concert qui est installé en France. Et en Europe, c'est le deuxième, le premier étant à Birmingham. Les orgues sont à l'église, normalement. Vous voyez, donc récupération du vocabulaire. Voilà, on voit la salle vide. La salle pleine, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà l'organiste, Alexandre Guillemant, à l'orgue, sous un buste. Et vous notez que le buste, le seul élément de décor important de la salle, c'est une Marianne, pas un Christ en croix. Hein. Marianne, s'il vous plaît. Voilà une vue générale à partir de l'exposition de 1889, où on voit d'un côté le palais du Trocadéro et de l'autre la Tour Eiffel. Nouveauté de 1889. Bon, les deux bâtiments ne sont pas antinomiques. Les jardins, c'est un ami de Daviou qui les fait, un ami que connaissait aussi bien Haussmann, c'est Alphand, dont vous avez déjà entendu parler. Et alors là, je vous ai déjà montré ces photos, excusez-moi. Voilà. Alors, voilà, le palais, c'est bien, il a quand même quelques défauts. Le premier d'entre eux, c'est que ce n'était pas un bâtiment qui devait durer. C'était un bâtiment provisoire, construit pour l'exposition de 1878. Malheureusement, ils ont découvert un peu tard que la colline du Trocadéro, de Chaillot à l'époque, elle avait été utilisée pour des carrières. Donc les travaux ont coûté tellement cher que la ville s'est désistée. L'État a dit, bon, on finit les travaux, mais ce sera un bâtiment permanent. Mais il a été construit comme un bâtiment éphémère, si l'on peut dire. Voilà, après c'est Jules Bourdet, donc ingénieur et architecte qui s'en occupe, un dessin tel que les experts, comme je suis aussi, adorent, avec tous les défauts du palais. Il faut sans arrêt le reprendre. Donc premier grand défaut. Et attendez, ça j'avance trop vite. Deuxième grand défaut, la salle de concert, elle a une acoustique épouvantable. Ça, c'est quand même gênant. Mais ce qui est amusant, c'est que le Royal Albert Hall, il a aussi une acoustique épouvantable. Et les Anglais, depuis la construction du Royal Albert Hall, n'arrêtent pas de modifier l'acoustique de leur bâtiment. Ils font des travaux sans fin. Encore récemment, ils ont fait des travaux pour améliorer l'acoustique. Alors qu'ici, on a fait quelques travaux. Gustave Lion est intervenu en 1902. Très peu de choses. Et en fait, l'acoustique est très mauvaise. Et en plus, la République a la mauvaise idée, et la bonne idée, sur un plan républicain, mais dans la salle, d'y installer en 1920 le TNP, le Théâtre National Populaire. Et donc, ça, c'est pas terrible. Et j'ai un petit extrait
Voilà. Bon, la salle, voilà ce que dit le metteur en scène Liu Niepo à l'installation. La salle du Trocadéro est effroyable. C'est une salle de congrès et point une salle de théâtre. Le plus sûr moyen de tuer de jeunes comédiens est de les faire jouer dans cette salle. Ça commence pas terrible. Hein. Voilà. Et en plus, Firmin Gémier, le créateur du TNP, meurt en 1933. Et donc, le palais du Trocadéro, son avenir est très incertain. Bien. D'autant plus incertain que il y a eu une exposition en France, à Paris, en 1925, et j'adore cette photo, le pavillon de Mallet-Stevens, qui va tuer le palais, en gros, face au Grand Palais, construit 25 ans plus tôt. Hein, il y a vraiment un gap quoi, entre les deux. Donc, le palais, il a une assez mauvaise presse. Et le premier qui va dégainer, alors il y a un concours bien sûr pour faire une nouvelle exposition qui intervient en 1932, c'est un site qui est retenu du côté de Suresnes, mais la Chambre de commerce de Paris ne laisse pas passer l'occasion de ramener l'exposition sur le site habituel. Donc on se retrouve Champ de Mars, colline de Chaillot, et le premier qui dégaine, donc là-dessus, c'est Perret. Perret qui imagine de présenter, avant toute ouverture de concours, ce projet de Cité des musées, pas mal le titre quand même, Cité des musées, il va regrouper les musées qui existent déjà sur place, il y en a 4, il va en ramener 16 en tout, et donc voilà le projet avec cet immense propylée qui, bon, il n'atteint pas 400 mètres, mais 200 mètres, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, mais on voit que Perret, il a quand même vu le projet de Fontaine, je trouve, quelque chose de lui, alors voilà, le projet est très avancé. Voilà ce que ça donne sur la place du Trocadéro. Et voilà le jeu de terrasse que nous aurions dû avoir si ce projet avait vu le jour. Alors, officiellement, c'est la chute du gouvernement Daladier II en février 1934 qui fait abandonner ce projet qui était supporté, soutenu par le ministre de l'Instruction publique, de l'Éducation nationale de l'époque. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Je reviendrai là-dessus. Voilà, c'est pas tout à fait ça. En réalité, comme je vous l'ai dit, dans le musée, il y avait aussi le musée d'ethnographie, qui était un musée qui marchait pas mal, qui avait été fondé par Ramet. Et surtout, en 1928, est arrivé à la tête de ce musée 2 personnes extrêmement importantes, Paul Rivet, ethnographe, et Georges-Henri Rivière. Ah, Georges-Henri Rivière, vous pouvez voir, il y a une exposition en partie sur lui au MUSEM en ce moment, qui n'a aucun diplôme, mais qui est un super communicant. Et en fait, ce musée, il marche très très bien. À partir de 1928, ils refont leur muséographie, ils font des expositions, ça marche très très bien. Et surtout, Paul Rivet, il rattache le musée d'ethnographie au Muséum d'histoire naturelle. Ça veut dire que le ministre de l'Éducation nationale, d'un côté, il a la direction des beaux-arts qui ne sait pas trop comment faire avec le palais, qui est en mauvais état, et les architectes, eux, ont démoli. Et de l'autre côté, Paul Rivet et tout le muséum qui dit « Attendez, on a fait des travaux, notre musée marche très bien, vous n'y touchez pas. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'autres architectes vont faire des projets. Voilà, par exemple, un projet de Carlu Mallet-Stevens. Carlu qui revient des États-Unis. Il a été prof au MIT pendant 10 ans. Il revient, il n'y a plus de boulot aux États-Unis, hein, c'est la crise de 1929. Donc il n'a plus tellement de boulot, il revient en France, c'est quand même un grand prix de Rome. Il est nommé architecte responsable de l'entretien de la chapelle expiatoire, vous voyez, c'est quand même pas terrible, hein, c'est un bon truc. Mais il réussit à se faire nommer architecte en chef du vieux palais du Trocadéro. Donc normalement, il doit conserver le vieux palais, il doit l'entretenir. C'est pas du tout ce qui va se passer. Donc ce qui est intéressant sur ce projet Carlu de musée de la République, le musée de la République est installé dans l'énorme parallélépipède que vous avez là. Vous voyez, on garde, je dirais, la même répartition que celle voulue par Daviou. C'est surtout l'enterrement de la salle. C'est une nouveauté, on va garder la salle, mais on va l'enterrer et on va créer cette terrasse. Voilà. Et puis, ça c'est un projet, ça n'a pas d'écoute, mais les dessins sont assez beaux, voilà.
Ah oui, l'énorme musée, l'habillage des deux tours d'Aviou, les terrasses qui apparaissent, c'est avant la construction. Hein. Et c'est pas du tout ce qui a été fait. Voilà, pas mal de dessins aussi, hein, des dessins d'architectes. Ça c'est moi, bon d'accord, voilà une élévation. Et puis, les organisateurs de l'expo, ils ne savent pas trop quoi faire. Et ils se disent, d'un côté, il faut le démolir, de l'autre, on ne veut pas le démolir. La revue, d'ailleurs, L'Art Vivant, fait comment ça s'appelle, une sorte d'interview d'une trentaine de personnalités sur le musée. Bon, les uns disent oui, en fait, il y a 15 pour la conservation, 12 contre la conservation, 12 contre la conservation, 3 abstentions. Il y a une idée qui a été suggérée, tenez-vous bien, par l'Association des architectes anciens combattants, qui est de dire, puisqu'on ne sait pas, faisons un concours de camouflage. Ah là là, voyez le mot, camouflage. Un mot qui a été inventé en 14, hein, ça n'existait pas avant. Et donc voilà le résultat, il y a 100 concurrents, encore une fois, sur ce premier concours pour l'Expo de 37. Ici, le premier prix, c'est Jacques Carlu, des grands architectes de l'époque, Louis-Hippolyte Boileau et Léon Azéma, qui gagnent avec ce concours de camouflage. Ça, c'est face sur les terrasses donnant sur la Seine, vous voyez, on habille le vieux palais, je vais vous montrer plusieurs vues. Ça, c'est concours sur la place du Trocadéro, vous voyez. On habille tout ça, on le masque. Hein, les tours restent un peu dans l'ombre, mais le côté flamand du projet de Daviou disparaît. Voilà une autre vue. Ce qui est intéressant là-haut, dans l'angle, vous avez la manière dont le camouflage passe devant la rotonde du palais de Daviou. Bon, il y a d'autres candidats. Voilà. Les frères Niermans, eux, ils n'aiment pas du tout l'histoire de camouflage, mais ils répondent quand même au concours, avec cet habillage de la salle, vous voyez, et puis les 2 pavillons latéraux, les jardins. Le concours. Eux, ils gardent la salle telle qu'elle est, et ils l'habillent. Projet lauréat. Niermans, ici, Louis Su, un des grands, initiateurs du style art déco, juste avant la guerre de 14 et après-guerre, avec ce qu'on appelle l'art français. Il revendiquait un art issu de Louis-Philippe, mais vous voyez, la salle reste en place avec les colonnes. Ici, Joseph Marat. Joseph Marat, vous ne le connaissez pas, mais il a travaillé au Maroc avec la Prade. Et surtout, pour moi, c'est celui qui a inventé un truc que je trouve formidable, c'est le sigle de Air France. Vous savez, le sigle du truc qui part sur les avions. Très beau dessin aussi. Voilà comment il habille la cathédrale de la République. Il garde les tours, vous voyez. Et cette cathédrale avance beaucoup. On est très près de la Seine. Et puis, en fait, donc, premier prix. Et là, le blanc total. On ne sait plus ce qui va se passer. En fait, ce n'est pas du tout le camouflage qui va arriver. Carlu est officiellement gagnant du concours. Il est aussi en charge du palais. Et en 1935, il va travailler sur ce palais, sur la manière de le faire. Il va reprendre l'idée qu'il avait émise avec Mallet-Stevens d'enterrer le théâtre, qui va avoir simplement 2700 places, qui va être confié à, entre parenthèses, Louis Su et puis les frères Niermans, qui étaient aussi lauréats du concours. Et vous voyez qu'il garde encore, on est dans cette maquette d'études, il habille encore les tours, et puis il a encore une sorte de propylée, de péristyle là derrière, avec les 3 figures de la République qui ont été utilisées X fois, notamment par exemple par Patou à l'ambassade de Belgrade. Là. Liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment, on cherche à exprimer la République. Eh bien, tout ça ne va pas se faire. C'est pour ça que le titre, j'avais appelé ça « À l'épilation », parce que la réalité, progressivement, les tours, il ne va pas les conserver. Et puis les propylées, avec l'Arc de Triomphe, il y a plusieurs essais. Et je suis désolé, j'avais trié en son temps les archives de l'exposition aux Archives nationales.
et j'avais fait des photos des différents projets de Carlu sur cet aménagement de l'esplanade, mais je ne les ai pas retrouvés, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous les montrer, mais enfin, vous avez la photo de la maquette, donc il n'y a plus rien. Ici, vous avez le théâtre enterré, avec une chose quand même qui est assez extraordinaire, c'est le renversement de la salle. La salle de Daviou avait la scène côté Seine, si on peut dire, et ici la scène est sous le parvis, enfin sous l'esplanade, et elle permet d'avoir un grand foyer, donc une promenade ouverte sur les jardins et sur la Seine. Et puis, pour faire taire les propriétaires des musées, autre idée géniale, je double les ailes, c'est-à-dire je masque les vieilleries d'Aviou, là, vous voyez, on le voit très bien, et d'ailleurs si vous allez notamment à la Cité de l'Architecture, je ne peux que vous inviter à y aller, vous voyez que la Cité, là ici c'est le musée de la Marine, voilà, vous avez et le musée de l'Homme, donc c'est des coupes sur l'aile dite Passy, on regarde le vieux bâtiment de Daviou, mais on le double côté Seine par un nouveau bâtiment qui permet évidemment de satisfaire les musées en place, parce qu'ils peuvent rester, et d'ailleurs dès 1938, le musée d'ethnographie va changer de nom et s'appeler le musée que vous connaissez aujourd'hui, enfin, il a été remanié, le musée de l'Homme, et de l'autre côté, ben, c'est le musée des monuments français qui va rester, qui va avoir sa surface pratiquement doublée. Ah, c'est pas tout à fait ça, parce que la République n'oublie pas que c'est une cité des musées, donc dès 1939, au musée d'ethnographie, hop, on balance le musée de la Marine. Le musée de la Marine, il était au Louvre. C'est quand même gênant, il faut des places au Louvre, vous le savez. Donc, on le met à côté du musée de l'Homme, et il y a un super prétexte. Le directeur du musée de la Marine, l'amiral Paris, peut-être vous le connaissez, c'est quelqu'un, enfin, vous le connaissiez, ou vous avez vu ses textes, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la marine traditionnelle. Et donc, quand il était en poste dans toutes les mers du monde, il a fait des relevés et des maquettes, des petites embarcations locales, voilà, que ce soit en mer Rouge ou des pirogues tahitiennes. Il a fait des relevés, des maquettes, etc. Et on dit, attendez, mais ça, c'est pas au Louvre qu'il faut que ce soit musée ethnographique. Et donc, ça permet de rattacher tout le musée de la Marine et de dégager le Louvre. Côté monument français, eh bien, on va mettre la Cinémathèque. La Cinémathèque va prendre place dans le pavillon d'Abou. Maintenant, c'est récupéré par la Cité de l'Architecture. Vous voyez, donc, finalement, l'idée de cité des musées de Perret n'est pas si mal, ça a marché. Alors, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Le bâtiment, il a été complètement reconstruit, complètement remanié par, évidemment, Jacques Carlu. Bien, bon, je ne parle pas des travaux intérieurs. Et alors, ouais, je vous lis ma conclusion, je pense qu'il doit être temps, là. Voilà, donc, objectivement, le palais de Chaillot a retourné le vieux palais. Si vous prenez une sorte d'élément horizontal, vous voyez qu'en fait, Carlu, en gros, il a retourné le palais, enterré les trucs, et ça a fait disparaître les deux tours, donc épilation du palais, et puis surtout, ça a changé une chose qui est importante, c'est à la place de cette cathédrale de la République, voulue par la Troisième République en 1878, il y a une esplanade, c'est-à-dire un vide, il n'y a rien. Mais ce vide a une énorme importance et un très grand sens par rapport au palais et par rapport à la ville, c'est-à-dire comment le vide peut exploiter et exprimer une valeur républicaine, et c'est en ce sens que je trouve le palais extrêmement fort. Mitterrand s'y est pas trompé, en 1985, il a rebaptisé ce parvis l'esplanade des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie de m'avoir supporté.